Le plus dur quand on est entrepreneur et entrepreneuse, c'est pas de se motiver à travailler et à bosser, mais surtout d'arriver à arrêter de travailler et de bosser. C'est une phrase que j'ai entendue il y a 2 ans dans un séminaire qui s'appelle Woman Up. Je n'avais pas encore la portée de ce que ça représentait en fait cette phrase-là. Et pourtant, c'est tellement vrai que pour beaucoup de personnes, le plus dur quand on est entrepreneuse, c'est pas de commencer à se motiver à bosser comme on aurait peur de procrastiner parce qu'on choisit ses propres horaires et tout. C'est au contraire d'avoir la conscience de quand s'arrêter de travailler. C'est justement de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui dans un nouveau format, un peu plus travaillé sur aujourd'hui le fléau de l'entrepreneuriat qui est le fait de travailler trop. Et c'est un format un peu plus zoom, documentaire. Tu vas voir qu'il y a aussi des témoignages, donc j'espère que ça te plaira. Parmi ces témoignages, il y aura le témoignage de Joanne, il y aura le témoignage aussi de Esther. En plus de ça, je rajouterai quelques extraits que j'ai vus sur les réseaux sociaux qu'on pourra décortiquer ensemble. J'espère que tu es prête, c'est parti. Est-ce que les gens autour de toi t'ont déjà dit que tu travaillais trop, que tu travaillais beaucoup, qu'on n'avait pas assez de temps pour profiter de toi? Est-ce que tu as déjà eu aussi cette peur de faire partie des procrastinatrices alors qu'en vrai, tu es plus un archétype de la bonne élève? Est-ce que tu as aussi des pensées du style bah, si je travaille dur, alors je vais mieux mériter et alors je vais mieux réussir? Est-ce que tu as peur aussi de ne pas travailler assez par rapport aux personnes, aux autres concurrents, les personnes à qui tu te compares? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un décalage entre le factuel et l'émotionnel, la vision que tu as de toi-même sur ta quantité de travail et le temps que ça te prend? Si déjà ça te parle, c'est que tu es au bon endroit pour cette vidéo parce qu'on va aller décortiquer ces croyances limitantes-là et on va voir qu'il y en a plein d'autres. Alors tu vas certainement pas être surprise, mais en fait c'est des injonctions qui viennent surtout du milieu masculin et des énergies masculines. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'à la base, l'entrepreneuriat, c'est un milieu qui est majoritairement masculin et qui vient aussi avec une culture qui est plutôt américaine où on a le rêve américain, le fait que si tu pars du bas de l'échelle et que tu travailles très très fort et très très dur, eh ben tu peux tout réussir. Et ces deux injonctions-là, et le côté masculin et le côté américain s'adaptent très peu en fait à peut-être toi, entrepreneuse, femme, ou en tout cas n'étant pas un homme cis, et d'une culture plutôt française, en tout cas pas américaine. Et du coup on a du mal à s'approprier ces injonctions-là, et surtout on s'en rend pas compte qu'on est en train de les suivre. Et justement cette vidéo elle est là pour qu'on puisse faire un point, que tu te rends compte, que tu aies des prises de conscience dans la vidéo à travers ce que je vais décortiquer, mais aussi à travers les témoignages de Esther et Joanne, et que tu puisses ressortir de là en mode ah, je vois, je suis libérée de ce fléau en fait. Dans ces injonctions, on a l'impression qu'en fait la fatigue c'est quelque chose de normal, c'est voire même des fois glorifié, et on en arrive aussi à se dire qu'on ne devrait être que productif, c'est que ça qui compte, c'est la productivité, la productivité, la productivité, c'est travailler beaucoup, et pendant que toi tu travailles pas, eh bien il y en a d'autres qui travaillent et qui vont avoir un niveau plus haut que toi. Il y a aussi cet aspect de comparaison, et en fait ce qu'on a du mal à voir là-dedans, c'est que et autant le repos, donc la fatigue, et de l'autre côté la productivité, ben en fait c'est les deux faces d'une même pièce et que ça fonctionne ensemble. Tu vois, moi je pense souvent à cette métaphore de l'essence dans la voiture. C'est qu'à un moment donné, quand tu fais le plein dans ta voiture, oui, tu peux être très productif, tu peux avancer, tu peux aller vite, tu peux faire plein de kilomètres et c'est cool. Mais à partir du moment où tu es en manque d'essence et que tu dois aller remplir ton réservoir, et ici dans notre métaphore, ce serait ton besoin de repos et cette fatigue qui arrive parce qu'en fait, tu as trop travaillé, tu as trop avancé, tu as fait trop de kilomètres, eh ben c'est normal en fait de t'arrêter à la station essence et de régénérer, de remettre de l'essence dans la voiture. Et d'ailleurs, tu verras que c'est normal même si t'as pas prévu directement après de faire 2000 km. Tu peux juste aussi mettre de l'essence dans ta voiture et puis l'égarer et puis peut-être que dans 2 semaines tu l'utiliseras. Et aujourd'hui, on a non seulement appris que tu pouvais, genre l'illusion, être que productif et que c'était normal, alors qu'il faut pas oublier que ça va aussi avec un côté de repos. Mais en plus de ça, les rares fois où on s'autorise à se reposer sans culpabiliser, c'est que quand on s'autorise à se reposer pour être productif. Et on a du mal à aller chercher ce repos pour se reposer et pas pour un autre objectif. En coaching, on verra qu'en fait, ça vient créer des schémas limitants qui viennent découler et des croyances limitantes et donneront lieu aussi à des peurs. Et ces schémas, ça peut être des schémas d'auto-sabotage, ça peut être des schémas de syndrome de l'imposteur aussi. Et elles découlent réellement en lien avec ces injonctions, ta culture, ce que tu as appris, ce que tu as vu comme ça étant bien et ça étant pas bien. Et il faut vraiment aller les déconstruire en fait pour que tu puisses avancer sereinement dans ta vie et ton business. Évidemment, ça me parle énormément parce que mon job aujourd'hui, c'est... Bon, déjà, je m'appelle toujours Déborah Campaya. Je suis coach du coup en émotion et coach business. Et moi, j'aide principalement les entrepreneuses qui ont envie de se libérer justement de ces schémas d'auto-sabotage, de syndrome de l'imposteur, pour pouvoir aller à l'étape d'après, que ce soit dans leur business, que ce soit dans leur vie, et vraiment pouvoir avancer fluidement sans avoir la sensation d'appuyer sur le frein
et l'accélérateur en même temps. On reste dans le champ lexical de la voiture apparemment. Et avant qu'on aille décortiquer ça en profondeur dans cette vidéo, j'ai juste envie de te faire un petit aparté sur évidemment t'abonner et activer la cloche de notification. Mais à part ça, si tu veux aussi aller un peu plus loin, je te mets au courant qu'il existe des sessions OCA qui sont des sessions de 20 minutes de coaching avec moi par Zoom, le visio quoi. Et tu peux prendre ta place en barre d'infos, tout y est expliqué. C'est la session donc OCA, c'est observer, comprendre, agir, c'est la méthode de travail que j'utilise dans mes coachings. Voilà, tout est en barre d'infos, tu peux aller voir et on passe du coup à la suite. La suite, elle va commencer tout simplement avec les présentations des deux personnes qui vont témoigner de leur, je vais dire de leur témoignage, oui, mais qui vont témoigner de leurs histoires en lien avec le fait d'avoir trop travaillé dans l'entrepreneuriat ou autre d'ailleurs, mais comment ça s'est impacté dans l'entrepreneuriat. Donc il y a Esther. Hello tout le monde, je vais me présenter un petit peu avant de commencer. Je m'appelle Esther Taïfé. Dans la vie, je fais plein de trucs, mais je suis notamment entrepreneuse et j'ai une boîte de coaching qui s'appelle Se Sentir Bien, qui est une entreprise qui existe depuis 2017 et aujourd'hui on est à peu près une vingtaine, un petit peu moins. Enfin, avec moi, on est 20 dans la boîte à bosser pour se sentir bien. Il y a des coachs, il y a des personnes qui font du marketing, des personnes qui font de la vente, des personnes qui font du community management, du copywriting, bref, tout un tas de métiers autour du métier de coach. Voilà, j'ai des programmes de groupe, des abonnements, des ateliers, enfin voilà, on fait plein de choses, programmes individuels aussi. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle juste Esther Taïfé, qui est ma chaîne historique sur laquelle j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux il y a maintenant presque 10 ans. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Se Sentir Bien, où là je suis en posture de coach, contrairement à la chaîne où je suis un petit peu dans une posture parfois de coach parce qu'on se refait pas et que le métier transparaît, mais c'est vraiment une chaîne plus où je m'amuse, où je parle de sujets qui m'intéressent. Comme le coaching m'intéresse, j'en parle un peu, mais c'est pas le cœur de la chaîne. Et j'ai une chaîne dédiée à la relation à la nourriture et la perte de poids, qui est elle une chaîne de coaching. Donc j'imagine que Déborah aura mis tout ça quelque part disponible pour vous, sinon en tapant se sentir bien.coach ou Esther Taïfé, vous devriez trouver tout ça. Et il y a aussi Joanne. Hello Déborah, hello tout le monde. Alors si j'ai bien compris, là c'est 5-10 minutes pour parler du fait de quand est-ce qu'on a trop travaillé, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça. Et maintenant que leurs présentations sont faites, j'ai envie qu'on s'arrête en fait sur la prochaine partie qui va être les croyances limitantes. Les croyances limitantes, il y en a énormément autour du fait de travailler trop c'est justement pour ça d'ailleurs que ça vient en créer un fléau. Parce que c'est pas juste une question de viens, on va travailler beaucoup, c'est que ces travailler trop sont alimentés par des croyances limitantes, par des schémas limitants que tu viendras du coup intégrer et nourrir naturellement. Constamment, automatiquement. Ça fait que ça s'auto-alimente en fait. Et dans ces croyances limitantes, on a plusieurs types. Typiquement, tu vas avoir peut-être des croyances limitantes comme Esther sur le fait que tu peux pas déléguer, que tu es indispensable et que du coup, tu ne peux pas te permettre en fait de ne pas être là et de ne pas travailler beaucoup. Tu peux aussi avoir des croyances limitantes autour de l'argent, évidemment. L'argent, on a associé beaucoup le fait de travailler durement à mériter un salaire et à mériter de l'argent. Mais du coup, si on commence à gagner beaucoup d'argent et qu'on travaille moins, est-ce qu'on peut? Est-ce que c'est pas juste un privilège? Comment est-ce qu'on vit avec ça? De l'autre côté aussi, avant de gagner beaucoup d'argent, on peut se dire oui, mais si je ne travaille pas beaucoup, alors je ne vais pas gagner beaucoup d'argent. Et ça, on est clairement dans des croyances limitantes. Dans mon cas, ça a été au moment de mon activité où en fait j'étais toute seule. J'avais juste une assistante, Claudia, et je voyais que ça commençait à être compliqué de coacher tout le monde moi seule, et en même temps je me faisais tout un tas de croyances que c'était pas possible de déléguer. Et encore moins la partie coaching, parce que c'était ça en fait là qui me prenait de l'espace et de l'énergie, parce que je faisais les contenus plus les coachings. Et en fait, je m'étais fait tout un monde de les gens viennent coacher avec moi, parce que c'est Esther Saïfé. Et en plus, ça me posait un problème quelque part, parce que je voulais pas envoyer le message que j'étais la seule personne en mesure de les aider, parce que c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, c'est les mettre en échec, parce que ces personnes s'en remettent finalement à toi, à la coach, au lieu de s'en remettre à eux, parce que c'est eux qui vont résoudre leurs problématiques, et toi tu vas juste arriver, leur donner des pistes, leur donner les questions que eux ne se seraient pas posées à ce moment-là. Ça me posait aussi un problème en fait, que je voyais que c'était en train de se dessiner comme ça, que les gens voulaient absolument coacher avec moi, que moi j'avais plus l'espace. Et aussi c'était une période où en fait je commençais à avoir un peu d'argent. Alors c'était pas, mon entreprise avait pas encore, je crois que j'étais même encore en statut auto-entrepreneur à ce moment-là, mais j'avais besoin de changer de statut, et j'avais fait mes premiers mois à 10 000 € par mois. Et
J'osais pas le dire en fait. J'osais pas le dire, je trouvais ça absurde en fait que je puisse recevoir autant d'argent, même si c'était pas mon argent directement puisque c'était l'argent de mon entreprise. Mais bon, comme j'étais auto-entrepreneur, c'était sur mon compte que ça arrivait. Enfin, j'avais un compte dédié à ça, mais je veux dire, c'était de l'argent que je pouvais directement utiliser, dépenser, etc. Enfin, c'était hallucinant pour moi. J'avais jamais vu autant d'argent sur un compte. J'avais jamais eu dans ma vie 10 000 euros de côté. Donc c'était vraiment un truc assez nouveau. J'osais pas en parler. Et je commençais à voyager un petit peu parce que mon copain de l'époque, qui est toujours un de mes copains aujourd'hui, était chercheur et était amené à voyager. Et comme moi, j'étais pas j'avais pas besoin de rester à un endroit précis, en fait je le suivais. Et du coup j'allais dans des belles destinations, etc. Et je le partageais pas sur les réseaux parce que j'avais peur qu'on voit que je suis riche quelque part. Alors je suis pas riche au sens multimillionnaire, etc. Mais je suis riche au sens juste propre du terme. Si tu regardes, je faisais partie des 5%, voire même plus de la population qui gagne le mieux leur vie. Et c'était très très récent pour moi. J'ai pas du tout été élevée comme ça. Moi je viens pas du tout d'une famille qui a beaucoup d'argent. J'ai grandi en HLM, dans une famille monoparentale. Ma mère a beaucoup travaillé pour m'élever. Et du coup, c'était pas ma culture. Et j'ai vraiment eu un moment de... Je crois que le burn-out, il est venu... Je préfère parler de période d'épuisement parce que comme je le dis, j'ai pas fait un vrai burn-out et je trouve que c'est important d'utiliser les bons mots pour les personnes qui ont effectivement terminé à l'hôpital et qui ont effectivement été complètement en épuisement clinique. Moi ça n'a pas été le cas, mais il y avait un peu cette dissonance cognitive de je viens d'une certaine population, d'une certaine culture, et là j'entre dans une nouvelle culture qui me paraissait impossible. J'avais plein de croyances autour de les riches c'est des mauvaises personnes, etc. Donc j'étais je suis en train de devenir une mauvaise personne. Enfin j'avais tout ce brouhaha qui prenait de l'espace, aussi parce que je me disais je peux pas avoir cette vie et ne pas en chier à côté. Enfin, je veux dire, ça serait pas juste. En fait, faudrait au moins, à minima, que ma vie, personne la veuille. Parce que déjà que j'ai tant d'argent dans ma poche, faudrait en plus pas que ma vie soit désirable, en fait. En lien avec ça, il y a aussi le fait que c'est pas la fatigue qui va te payer. Comme le dit si bien cette personne dans cette vidéo, tu verras que ça vient évidemment d'un homme. Et il y a ce truc là de, en fait, j'ai pas le droit de me reposer parce que ma fatigue ne va rien m'apporter. Et je suis totalement pas d'accord avec ça, il y a énormément d'avantages à la fatigue, notamment le fait que c'est une alarme à ton corps pour savoir ce dont il a besoin. Je suis fatigué de malade. Mais est-ce que la fatigue, ça paye les factures? Non, que je suis pas fatigué. Tout le monde a le droit d'être fatigué. Mais j'ai une question. Est-ce que je veux être tout le monde? Non, donc je suis pas fatigué. La fatigue, c'est le prix des rêves. Il y a une autre catégorie de croyances limitantes et peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans. D'ailleurs, si tu te reconnais là-dedans ou que tu as d'autres croyances limitantes, tu peux tout simplement me l'écrire en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de voir toi comment tu penses, comment tu vis en fait ce fléau de travailler trop ou comment tu l'appréhendes. Et notamment, il y a des croyances limitantes autour du métier passion. En fait, si c'est un métier que déjà on a choisi, on a envie de travailler beaucoup. Si on a des schémas limitants d'autosabotage ou de syndrome de l'imposteur, on va travailler beaucoup parce qu'on a plein de croyances associées qui viennent nourrir ça. Mais si en plus de ça, c'est notre passion, on s'arrête quand en fait? Parce que c'est un métier passion, parce que je ne compte pas les heures, parce que je prends du plaisir, alors je ne devrais pas me reposer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement, c'est comme ça qu'on définit un métier passion? Est-ce qu'on pourrait pas avoir un métier dans lequel on s'épanouit et c'est notre passion et on prend du plaisir, et de l'autre côté, avoir le droit de prendre soin de soi et de sa santé mentale? Je bossais mais comme une malade en fait, aussi parce que j'étais passionnée par mon boulot, mais aussi parce que je me disais je peux pas avoir cette vie et ne pas en chier à côté. Enfin, je veux dire, ça serait pas juste, en fait. Faudrait au moins, à minima, que ma vie, personne la veuille. Parce que déjà que j'ai tant d'argent dans ma poche, faudrait en plus pas que ma vie soit désirable, en fait. Par ailleurs, il y avait une espèce de truc de l'ordre de je travaille mais je travaille pas vraiment parce que je passe un bon moment, parce que c'est facile, parce que je gagne de l'argent, donc c'est pas vraiment du travail. C'est-à-dire que je prenais pas de vacances en fait, parce que bon après tout j'étais tout le temps en vacances, parce que comme je travaillais comme je voulais, d'où je voulais et que je faisais des choses que j'aimais, c'était pas vraiment du travail. Et du coup, comme tu le vois dans le témoignage de Joanne, ça pose aussi cette question du vrai temps de repos, typiquement les vacances. Quand est-ce qu'on s'autorise à poser des vacances quand on est entrepreneur? Alors on a cette croyance que justement quand je serai entrepreneur, je choisirai mes horaires et du coup je prendrai des vacances tout le temps. Mais tu te souviens de la phrase qui a ouvert cette vidéo, que le plus dur n'est pas de te mettre à bosser mais d'arrêter de bosser? C'est exactement ça. C'est que là les croyances sur je peux pas déléguer, je suis indispensable et en même temps il faudrait que je travaille beaucoup et en même temps c'est ma passion et je prends du plaisir, donc évidemment que je vais pas prendre des vacances parce que c'est censé déjà être des vacances, ce qui est totalement faux. Il manquerait plus que tu ajoutes à ça toutes les injonctions et les pressions sociétales qu'on te met sur le fait qu'il suffit que t'aies un métier qui soit un peu innovant pour qu'on le mette dans la catégorie que c'est pas un vrai métier. Et du coup, là, c'est mort pour prendre des vacances. Dans la même continuité, ça pose la question du coup de, en fait, est-ce qu'on sait se reposer?
Est-ce qu'on a appris à se reposer? Est-ce qu'on sait comment faire pour se reposer? Je peux te donner la réponse en spoiler alerte, mais je le vois beaucoup dans mes coachings, en fait, on ne sait pas se reposer. Déjà, dans la plupart des cas, on ne sait pas écouter son rythme, on ne sait pas écouter son énergie, on ne sait pas écouter ses alarmes aussi de fatigue, et il suffit qu'on n'ait pas vraiment appris, ou que de temps en temps, on a appris que, voilà, par le fait de travailler beaucoup, on méritait et qu'on réussissait, pour qu'il y a quelques alarmes qui passent à la trappe. Et là, qu'est-ce qui se passe? On les voit pas, et on sait pas se reposer. C'est aussi simple que ça. Et du coup, jusqu'à ce que notre corps vienne nous le dire. Là, t'as un problème. Là, il faut vraiment te reposer. J'étais incapable aussi de mesurer combien de temps je travaillais, de savoir quand est-ce que j'étais fatiguée, de connaître mes limites. Parce que pourtant, c'est ce que j'explique aux gens et je suis même formée à ça parce qu'au départ, j'ai fait des ressources humaines. Et c'est des choses comme ça qui ont fait que j'ai recraché en fait, c'est-à-dire que je me suis jamais vraiment reposée et il y a un moment où j'ai recraché alors que j'étais en train d'avoir mon entreprise et que ça a commencé à bien se passer, etc. Parce que en fait j'en pouvais plus, je travaillais trop. Pour vous donner un exemple, à un moment donné j'ai fait des premiers appels par rapport à une nouvelle offre. Je me suis retrouvée à prendre, je crois que c'était 60 appels en 2 mois. Donc ça faisait 2 appels par jour plus tout le reste du travail, de nouveaux clients et ou clientes. Et alors que j'étais malade en fait, et genre je me disais oh c'est rien. Et donc du coup je peinais à cloisonner les espaces, que ce soit mon téléphone, aller sur les applications, les messages, répondre aux clients. J'avais vite tendance à le faire hors des horaires auxquels j'avais vaguement pensé. J'étais incapable de faire des choses qui ne soient pas utiles. Je le donne souvent comme exemple. Par exemple, je suis passionnée d'anglais et je voulais pas regarder des séries si elles n'étaient pas en anglais, sous-titrées anglais, parce que ça ne servait à rien, c'était que de la détente. Donc c'est à dire que j'avais absolument pas compris que pour aller bien j'avais besoin de me détendre, de prendre soin de moi, de faire des pauses, de faire des choses que j'aimais. D'ailleurs dans une certaine mesure il y a jusqu'à quelques années, je savais même pas vraiment ce que j'aimais à part travailler, enfin à part ces schémas de devoirs. Et pourquoi il y a ça derrière? C'est parce qu'il y a le côté jamais assez en fait. Quoi que je fasse, c'était jamais assez. Tu commences à le voir, je pense, mais dans ce que je commence à dire, il y a aussi une question de lutte avec soi-même. J'aimerais qu'on aille la développer un peu plus dans la prochaine partie. C'est ce truc de j'ai envie de m'écouter et en même temps, si j'écoute ma santé mentale, peut-être que j'écoute pas mon envie de réussir dans l'entrepreneuriat et en même temps j'écoute pas ses injonctions, mais quelle partie de moi j'écoute? Et si je reprends par exemple le témoignage d'Esther, tu verras que pour elle, il y a une lutte entre je suis indispensable et donc je dois faire ce travail-là et donc je peux pas le déléguer, mais en même temps donné, j'ai mon estime de moi qui est totalement dans les chaussettes et j'arrive pas à me relever, j'arrive pas à estimer ce que je fais et la fatigue y joue pour quelque chose aussi. C'est que t'as beaucoup plus de mal à être bienveillant avec toi-même et avoir des pensées qui ne sont pas limitantes quand en fait ta santé mentale elle est pas au top. Je pense que tu l'as déjà vu, les jours où tu n'as pas assez dormi, c'est plus dur on va dire de s'estimer. Parce que c'est fou parce que dans ces moments-là en fait c'est à la fois tu te sens ultra indispensable et t'as l'impression que tout va s'effondrer sans toi et en même temps t'as l'estime dans les chaussettes, tu vois, genre vraiment tu te sens comme une sous-merde. Donc c'est très compliqué parce que tu vis avec ces deux pensées quoi, ces pensées de mon dieu si je lâche tout, les gens vont pas aller bien, ça va pas aller, tout va s'effondrer, tout le travail que j'ai mis en place va s'effondrer et en même temps tu te sens pas du tout assez et t'as l'impression qu'il faut toujours que tu fasses plus. Donc c'est vraiment un mélange des deux. De toute façon, tu verras que ce qui revient souvent en lien avec la lutte avec soi-même, c'est des choses en fait qui existent dans le schéma de syndrome de l'imposteur. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur les vidéos sur le syndrome de l'imposteur, toute ma chaîne est dédiée et j'ai notamment fait une vidéo sur la chose qu'on ne vous dit pas sur le syndrome de l'imposteur. Je t'inviterai à aller la voir. Mais tu verras que ça a souvent un lien avec des croyances du fait que je ne suis pas assez, qui vont créer une lutte à l'intérieur de toi. Parce que d'un côté, je fais assez, je fais même beaucoup trop, mais de l'autre, j'ai l'impression que je ne suis toujours pas assez et que ça ne sera jamais assez. Donc, il y a autant Esther qui l'a vécu dans son témoignage que Johan. Et du coup, on a ce truc qu'il faut que ce soit toujours plus et que même quand c'est excellent, en fait, c'est juste débutant. Ce qui est pas le cas. Enfin, factuellement, c'est excellent, mais émotionnellement, on a l'impression d'être débutant et qu'il faudrait qu'on fasse toujours plus. Pourquoi il y a ça derrière? C'est parce qu'il y a le côté jamais assez en fait. Quoi que je fasse, c'était jamais assez. Et aussi, c'était jamais bien. Enfin, c'était toujours passable, le minimum. Enfin, c'est-à-dire, pour donner un exemple, j'ai acquis pour mes vidéos du matériel semi-pro, ce qui fait que je me suis retrouvée avec un son et une image vraiment d'excellente qualité pour quelqu'un de débutant. Et moi, ça me paraissait vraiment le minimum syndical, sinon c'était incapable.
Là, faire ce que je fais et juste prendre une vidéo sur mon téléphone sans être maquillée, coiffée, etc., c'était juste impossible. Donc ça, c'est une partie des luttes qu'on peut avoir avec soi-même. On a vraiment l'impression d'avoir deux voix, deux parties de notre corps qui nous blablatent comme ça, l'ange et le démon à côté de nous. Dans le coaching, on appelle ça ta propre pensée et les pensées de Roger, donc avec le schéma de Roger. Si tu es dans le coaching Redevenir Soi, tu vois de quoi on parle et on apprend à dissocier ces choses-là pour que tu reprennes vraiment tes pensées à toi. Mais dans les autres luttes que tu peux avoir qui sont en lien avec le fléau de l'entrepreneuriat du fait de travailler trop, il y a aussi que les indicateurs, ils peuvent exister, les indicateurs extérieurs de ta réussite et du fait que tu fais assez et que tu peux aller te reposer et que tu as besoin de travailler trop, ils existent mais tu n'arrives pas forcément à les intégrer parce que tu as ce voile en fait sur le visage de ce que tu vois de toi-même et de ta charge de travail et du coup tu n'as pas du tout conscience de la réalité factuelle de ta charge de travail. Donc en fait c'était jamais assez bien pour moi. J'avais beau voir qu'à certains moments j'avais des indicateurs de succès dans la façon dont je travaillais, des choses remplies dont on discutait, que j'étais en très bons termes avec ma direction, bah j'avais toujours peur, le fameux syndrome de l'imposteur, qu'on se rende compte qu'en fait j'étais pas à la hauteur et que finalement je méritais pas mon travail et que j'étais une guignole quoi. Et le pire étant que comme j'ai une formation de ressources humaines, j'ai eu des cours sur les risques psychosociaux. Et sur, donc on nous dit hein, que bah, il faut pas trop travailler, que conduire des heures durant, c'est pas possible. Enfin, tout ça, je l'ai vraiment eu en cours, c'est ça qui est ironique. Pour autant, je me le suis pas adapté, enfin, je me le suis pas appliqué à moi en tant que personne, en fait, en tant que salarié. Ce qui était aux commandes, c'était pas moi la RH qui est compétente sur ces sujets-là, c'était moi qui suis une personne qui ait peur d'être démasquée en tant qu'imposteur et donc qui doit montrer sa légitimité. Mais en fait, concrètement, bah, je faisais par exemple jusqu'à 1000 km dans la semaine parce que j'avais des rendez-vous donc aux quatre coins de la région, donc ça c'était pas enfin, c'était prévu. Mais normalement, on prenait 2 jours pour les faire, etc. Enfin, le but, enfin, j'étais vraiment dans une entreprise qui valorisait la prévoyance, faisait attention au risque de la route, etc. Ce qui est important quand on a des gens qui conduisent loin. Mais moi, je me disais, non, non, mais je vais optimiser ma journée, je vais faire tous les rendez-vous dans la journée, et le soir, je vais rentrer pour faire des câlins à mon copain et être chez moi. La dernière chose qu'Esther a apportée dans son témoignage, avant qu'on passe sur ce qu'elles ont compris, c'est cette notion que quand on a appris à beaucoup travailler, on a certainement aussi utilisé ce schéma-là pour aller gérer des émotions. C'est ce qu'on appelle aussi tamponner. C'est au lieu de vivre réellement l'émotion, bah, tu peux aller soit te distraire, il y a des personnes qui mangent beaucoup, il y a des personnes qui font du sexe beaucoup, il y a des personnes qui vont travailler beaucoup. Et il suffit que tu sois entrepreneur dans l'âme et que tu as des modèles de l'entrepreneuriat en travaille beaucoup, pour aussi utiliser en fait ce travailler trop pour tamponner tes émotions et pas réellement les gérer et y faire face. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais pour moi c'est un point très important qui vient vraiment s'auto-alimenter. Parce qu'on va rentrer dans un cercle vicieux. De base, je travaille beaucoup parce qu'il faut que je mérite et parce qu'il faut que je travaille et c'est comme ça que les entrepreneurs font. Mais en fait, ça va faire revenir de la fatigue à l'intérieur de moi et la fatigue, ça va faire en sorte que je vais moins gérer mes émotions et que je vais moins m'estimer. Du coup, je vais avoir des émotions à gérer du type la tristesse, la colère envers soi-même, l'impatience, la frustration. Et c'est là que le cercle recommence, c'est qu'en fait, ces émotions, si tu ne sais pas vraiment les gérer, tu peux aller facilement les tamponner dans le fait de travailler trop. Et de toute façon, il faut que tu le fasses pour que tu mérites, etc., etc., etc. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. J'ai eu un moment de déclic. J'étais à Hawaï avec mon copain, on était sur l'île de Maui. Et donc on était là-bas, lui pour son boulot et tout, mais en fait en réalité on était pour son boulot sur une autre île et il avait fait un détour par cette île-là pour que moi je puisse en profiter, lui montrer, parce que je ne lui avais pas montré, on n'a pas l'occasion d'aller à Hawaï toutes les 3 secondes. Et en fait on était dans cette chambre d'hôtel ou ce Airbnb, enfin un truc très bien mais modeste, et en fait j'étais enfermée dans le placard pour enregistrer des podcasts. Et j'étais dans le placard à enregistrer des podcasts et depuis plusieurs heures en fait, parce que j'enregistrais en avance mes podcasts. À l'époque, c'était impossible pour moi de sauter une semaine de podcast. Je sors du placard en sueur parce que j'avais arrêté la clim parce que ça faisait du bruit dans mon micro. Donc je sors d'un placard. Pourquoi j'étais dans le placard, c'est pour des raisons de résonance en fait, pour faire en sorte que le son soit meilleur. Du coup, je sors du placard en sueur, en nage, vraiment. Je viens de faire 3 ou 4 podcasts à la suite, donc j'ai enregistré à peu près 3 heures. Je trouve mon mec sur le lit et il me regarde et il me dit mais
t'es folle en fait. Enfin je veux dire, on est là depuis le début de la journée et on n'a pas encore vu l'océan quoi. Fais stop, arrête, faut qu'on sorte, moi je veux voir la mer quoi, je veux qu'on aille au restaurant, je veux qu'on sorte. Et j'étais terrifiée à cette idée. En fait, j'avais ce que j'appelle chez SSB tamponner. Tamponner, c'est quand tu ne vis pas une émotion mais que tu choisis quelque chose d'agréable à la dernière minute pour combler ton émotion désagréable que tu veux pas vivre. Donc typiquement fumer une clope, manger un carré de chocolat, boire un café, regarder une série Netflix, tout ça, ça peut être des tampons émotionnels, c'est pas toujours des tampons émotionnels, mais ça peut être des tampons émotionnels. Et là c'était tamponner avec le travail. Et pour moi, ça c'est l'un des signes qui va t'amener à l'épuisement, c'est si tu tamponnes tes émotions avec le travail. Si à chaque fois que tu vois un ennui, une frustration, un truc pointer le bout de son nez, ce qui te rassure c'est de travailler, et tu décides d'aller travailler pour te rassurer et pour te sentir mieux, pour moi ça nous dit quelque chose. Et en fait à ce moment-là, c'était ça qui s'était passé pour moi. Et j'ai eu un peu un déclic, j'ai décidé assez vite de me faire coacher, parce que j'ai décidé au cours de notre voyage à Hawaï de prendre un coach, et j'ai décidé assez vite de me prendre une retraite de 1 mois, donc au mois de juin de cette année-là. Donc c'était 2019, tout ça je ne l'ai pas dit, donc c'était il y a bientôt 2 ans. Il y a 2 ans en fait. Et j'ai pris 1 mois de vacances, j'ai été faire une retraite. Je suis volontairement partie à un endroit où je n'aurais pas internet, etc. Je suis partie au fin fond du Costa Rica. J'aurais pas du tout eu besoin de partir si loin. L'empreinte écolo c'était pas ouf, mais j'avais besoin d'un espace où j'étais sûre de pas avoir de connexion, de me sentir en décalage horaire, enfin de me sentir vraiment obligée de pas travailler. Et juste avant de partir, j'avais embauché une coach en disant bah voilà, ça sera ma coach remplaçante. J'avais dit à mes coachés voilà, vous avez une coach remplaçante pendant mes vacances, je vais pas être là pendant 1 mois. Soit vous faites coacher par elle, soit vous attendez mon retour. Et puis bah c'est comme quand votre psy part en vacances ou votre gynéco part en vacances, ou votre, je sais pas, votre prof de danse part en vacances, bah vous avez un remplaçant pendant qu'il est pas là, et puis c'est tout quoi. Et je suis pas indispensable en fait, et je me suis prouvé que j'étais pas indispensable. À ce stade-là, comme d'habitude, je t'inviterai à mettre en commentaire quelles croyances limitantes tu vis en lien avec le fait de travailler trop, et peut-être voire même les mêmes que Esther ou Joël. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est vraiment la prise de conscience que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on peut en comprendre avec du recul. Une fois qu'on est sorti de ces choses-là, on comprend des choses. Esther a compris des choses, elle va te les partager dans son témoignage, Joanne aussi. Et tu verras qu'il y a une chose qui est en commun là-dedans, ça va être le fait de prendre du recul et de poser de la conscience sur ce qui est factuellement en train de se passer. Et du coup, l'impact émotionnel que ça a sur soi. Je pense que les raisons pour lesquelles je suis tombée là-dedans, c'est vraiment mon rapport à l'argent, je pense, mon rapport au travail et ma croyance qu'il faut en faire beaucoup pour se racheter finalement cette vie libre, en fait, le droit à cette vie libre. Je crois que c'était vraiment un manque d'estime de moi, je mérite pas cette vie libre, il faut absolument mériter. Et en fait, j'ai dû faire un travail assez fort de acceptation de l'injustice, en fait, non, je mérite pas plus ma vie que quelqu'un d'autre, tout le monde mériterait d'être libre, de faire des choses qui l'inspirent, d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, pour ne pas se poser la question, de pouvoir avoir un toit sur sa tête, tout le monde mérite ça. C'est pas parce que je le mérite particulièrement, c'est juste parce que j'ai eu une part de chance et je suis ok avec ça en fait. J'ai eu des privilèges, pas les mêmes que d'autres, hein. Par exemple, je suis pas née dans une famille riche, mais j'en ai eu d'autres. Je suis blanche, j'ai eu la chance de faire des études longues, de rencontrer certaines personnes à certains moments de ma vie, enfin voilà, plein de choses. Et juste de me dire que en fait, ça n'allait pas être juste et j'allais pas mériter tout ce que j'ai. Et que c'était ok. Ça a été vraiment un truc qui m'a aidé à en sortir. Bon, prendre des vacances, la décision, c'était un petit peu radical, mais moi, ça a été la bonne pour moi. Je ne dis pas que c'est ce qui fonctionnerait pour quelqu'un qui est dans l'épuisement nécessairement, mais prendre juste 1 mois comme ça, le poser. Je me souviens, quand je l'ai posé, je me suis dit, mais ça va être impossible. Si je pars de l'entreprise pendant 1 mois, elle va s'effondrer. J'étais persuadée de ça. Et en fait, non. Et ce que j'en retiens, moi, aujourd'hui, après coup, c'est qu'en fait, je suis pas indispensable. Et c'est con, hein, mais ça fait mal à l'ego, ça. Ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que je suis pas du tout indispensable. Que mes savoirs, je peux les transmettre, que si c'est pas moi qui fais les choses, ce sera fait d'une autre manière et ce sera très bien aussi. Et ça n'a pas besoin d'être fait à ma façon. Que ce qui est important finalement, c'est ma vision et l'endroit et la direction dans laquelle je veux aller, les valeurs que je veux défendre, et pas tellement le comment c'est fait dans le pratico-pratique à la virgule près en fait. Et surtout, j'ai appris que je gagnais à me mettre là où j'étais la meilleure, parce que finalement, je me suis amenée à l'épuisement parce que j'étais pas à l'endroit où j'étais la meilleure dans ce que je faisais en fait. Je me forçais à me mettre à des endroits où je me disais non, c'est à moi de le faire, sinon c'est ingrat de le déléguer. Et je faisais des tâches dans lesquelles je suis nulle en fait. Et il y a des gens qui sont bons dans tout.
tout, genre même le truc le plus ingrat que tu crois être le plus ingrat, il y a des gens qui s'éclatent là-dedans et qui sont excellents là-dedans. Et je pense notamment à Claudia qui a été mon assistante pendant plus d'1 an avant d'être ma coach, avant de coacher dans SSB. Et aujourd'hui donc elle a quitté SSB, elle a sa boîte, etc. Et elle me disait c'est marrant parce que je vais déléguer plein de trucs mais pas la partie administrative, pas la partie assistante parce que je suis super douée à ça. Et je fais bien sûr, t'es excellente à ça. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est hyper dur de se dire en fait je peux être bon à un truc que personne aime ou un truc où tout le monde est nul. Et du coup il y a des gens qui sont bons à des trucs que vous détestez. Et je crois que c'est le truc qui m'a vraiment aidée. Et de pas avoir peur de déléguer pour l'argent et tout ça, moi j'avais super peur. Et en fait quand tu délègues bien, ça te rapporte fois 1000 en fait. C'est un investissement de déléguer. C'est pas une sortie d'argent en fait, c'est un investissement. J'espère que les prises de conscience d'Esther, toi, te permettent aussi d'en prendre conscience qu'effectivement, tu as le droit à certaines choses, que tu as le droit aussi de vivre tes privilèges et que tu as le droit aussi d'en faire profiter d'autres personnes qui sont mieux placées que toi à la tâche que tu as envie de faire. Et maintenant, j'ai envie de passer de l'autre côté sur les prises de conscience que Joanne, elle a eues, qui sont totalement complémentaires. Je te laisse regarder ça. Concrètement, je me suis fait la remarque que j'avais pas envie de travailler 1 à 3 ans, puis me cracher pendant 3 ans toute ma vie de manière alternée. Je trouvais pas ça ouf comme idée de vie. Mais c'est vraiment des choses compliquées quand on a un syndrome de l'imposteur, qu'on est perfectionniste et compagnie. Ça donne des schémas d'épuisement. Personne ne vous demande la perfection. Si on vous la demande, à mon sens, c'est que c'est pas un environnement de travail adapté. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que c'est important de prendre ses responsabilités, mais c'est surtout important de savoir qu'il y a une autre partie, par exemple pour les salariés, c'est l'entreprise, l'environnement, la direction, le management, enfin, de pas tout prendre sur ses épaules et d'apprendre à se connaître pour savoir nos besoins, de se rappeler que on travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler en fait. Ça peut aussi être une question d'estime de soi, c'est-à-dire que si ton ou ta meilleure amie te disait oh là là moi je fais ci, moi je fais ça, qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Et si tu lui disais que c'est pas quelque chose de pertinent, pourquoi toi du coup tu te traites comme ça en fait? Faire passer sa santé autant que possible, psychologique et physique, en premier. J'ai conscience que c'est pas forcément simple parce que quand on a peur de perdre son emploi, quand on est sous pression pour payer ses charges et avoir des ressources suffisantes, c'est pas évident. Mais moi j'ai toujours tendance à rappeler et me rappeler maintenant que si je m'écroule et que je ne peux plus rien faire, eh bien je serai encore plus embêtée sur le long terme, pour moi et pour les gens autour de moi. Donc voilà tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Il y a une phrase qu'elle dit, Joanne, dans son témoignage et qui, à mon avis, t'a popé aussi, c'est qu'on travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler. Et la deuxième partie, c'est aussi qu'on peut se rendre compte de si on va pas bien. Et juste factuellement, tu peux aller voir, les gens autour de toi peuvent te le dire. Alors ne pas aller bien, je tiens quand même à le préciser, mais ça veut pas dire juste être en burn-out total. On peut aussi ne pas aller bien juste quand on a l'impression de pas réellement vivre la vie inspirée, quand on a envie de vivre. On n'est pas obligé de toucher le fond pour en fait faire partie des personnes qui n'écoutent pas leur rythme et qui travaillent trop. Et ça, c'est juste poser la question consciemment de est-ce que je travaille trop ? Est-ce que ma charge de travail est en lien avec mon rythme ? Est-ce que c'est plutôt amené par des croyances limitantes sur ce que je mérite plutôt que par des envies et des vrais plaisirs d'abondance, j'ai presque envie de dire. Ces questions, tu peux aller te les poser et si tu veux vraiment aller creuser ces croyances limitantes-là, ces schémas, débloquer ces questions pour t'autoriser à vraiment avancer, je t'inviterai, comme je te l'ai dit en début de vidéo, à prendre une session OCA avec moi. C'est, comme dit, le coaching de 20 minutes sur le sujet de ton choix autour de ces sujets-là, de syndrome de l'imposteur et de schémas d'auto-sabotage et limitant. Le lien est en barre d'infos et j'espère que ce nouveau format de vidéo plus complet avec des témoignages te plaît. J'aimerais beaucoup en refaire au-delà des une coach analyse. Je te laisse sur ça. Je te dis à la prochaine. Ciao ciao.